Le texte étudié est le commentaire de Sri Aurobindo sur les Upanishads Kana et Isha. Le Kana Upanishad s'adresse à l'âme qui est encore attirée par la vie extérieure et commence par décrire le Brahman comme un au-delà de l'esprit, pour ensuite parler du Brahman comme le Seigneur caché de nos activités mentales et vitales. Le Kana Upanishad nous invite à élever notre âme au-delà de la vie extérieure que nous connaissons. Le chapitre intitulé L'éternité au-delà de l'esprit explore la relation entre ce Brahman au-delà de l'esprit et notre expérience du monde. Sri Aurobindo affirme que l'Upanishad reconnaît d'abord l'existence de cette conscience plus profonde derrière notre être mental. Notre véritable existence réside dans cette conscience, tandis que notre esprit, notre vie, nos sens et notre parole ne sont que des modes inférieurs et des instruments externes. Cette conscience profonde et calme est donc notre véritable soi. L'Upanishad affirme également que cette conscience est ce qui perçoit notre perception, ce qui entend notre oui, etc. Il existe donc une relation entre cette conscience profonde et notre expérience du monde. Notre esprit peut être profond, mais cette conscience est encore plus profonde. Notre esprit peut embrasser une certaine vision du monde, mais cette conscience peut embrasser l'univers tout entier. Notre esprit peut agir et exercer sa volonté, mais cette conscience agit sans effort, sans résistance et peut changer les choses presque sans effort. Le Brahman est donc d'une puissance fondamentalement différente de celle de l'esprit. En relation avec cette conscience profonde, notre esprit, notre vie, nos sens et notre parole ne sont pas le véritable Brahman, ils ne sont que des modes inférieurs. Dans ce passage, l'auteur explore la notion de Brahman, qui est considérée comme la réalité ultime et profonde. Il utilise la métaphore de l'océan pour expliquer comment notre perception de la réalité est limitée. Il souligne que notre esprit, notre vie mentale et notre discours ne sont que des expressions superficielles de Brahman. Il affirme que nous devons plonger dans les profondeurs de Brahman pour comprendre sa véritable nature. L'auteur remet en question notre identification à notre mental et à notre corps, et explique que ce ne sont que des formations changeantes et temporaires. Il nous rappelle que nous sommes en réalité une conscience qui projette une petite partie de nous dans cette réalité. Il soulève également la question de savoir pourquoi nous ne sommes pas conscients de cette réalité profonde et suggère que c'est à cause de l'illusion qui nous fait croire que cette vie limitée est notre seule réalité. L'auteur poursuit en examinant différents aspects de notre identité, tels que le mental, le corps, l'ego, la mémoire et la personnalité, et les déclare comme étant des constructions mutables qui ne sont pas notre véritable moi. Il explique que ces aspects sont influencés par nos énergies passées, qui sont accumulées au fil du temps et continuent d'influencer notre réalité présente et future. En fin de compte, l'auteur suggère que notre véritable essence réside dans la conscience pure, qui est en lien avec Brahman. Il soutient que notre vision est limitée et étroite, et nous appelle à élargir notre perspective pour comprendre notre véritable nature et notre place dans l'ensemble de l'existence. Le passé est toujours présent et actif, même si notre esprit ne voit que le présent immédiat. Tout ce qui a déjà eu lieu, ainsi que tout ce qui aurait pu se produire, existe encore et influence le présent et l'avenir. Selon le point de vue du Brahman, toutes les possibilités temporelles sont simultanément présentes et réelles. Tout est interconnecté dans l'univers et le passé continue de façonner le présent et l'avenir. L'énergie accumulée dans le passé continue de se propager et de maintenir une pression sur le futur. Les formes et les habitudes de cette énergie passée influencent notre corps et notre esprit, et leur transformation semble difficile car elle va à l'encontre de l'élan de cette énergie accumulée. Le corps et l'esprit ne sont que des formations mutables résultant de cette énergie passée, et notre propre sens de l'identité dans le corps et l'esprit n'est donc pas réel. Dans cet extrait, l'auteur aborde le concept de l'ego comme étant une faculté de l'esprit discriminatif qui centralise les expériences de l'esprit sensoriel. L'ego est décrit comme un instrument qui sert de point d'ancrage pour organiser les expériences sensorielles et maintenir une certaine stabilité. Cependant, l'auteur souligne que l'ego n'est pas notre vrai soi et que dans notre mentalité normale limitée, nous sommes souvent amenés à confondre l'ego avec notre identité réelle. Cette confusion est causée par notre nature limitée et finie, qui nous pousse à rechercher un centre et à fixer cette identité fictive. Cependant, dans une mentalité plus large et libre, l'ego n'a pas sa place. Il y a une énorme pression pour rester centré et stable dans notre vraie nature, car notre instinct de vie et nos énergies mentales travaillent dans ce sens. Cependant, lorsque des personnes consomment des drogues psychédéliques, elles sont temporairement plongées dans une expérience de conscience universelle plus vaste. Pendant cette expérience, elles se perçoivent seulement comme des théories d'images vives, d'intenses sensations et d'expériences, et se sentent comme si elles étaient en train de se perdre. Lorsque l'expérience se termine, elles luttent pour retrouver leur identité et leur stabilité. Parfois, cela peut prendre plusieurs jours avant de se sentir à nouveau soi-même et de revenir à ce centre stable. Cependant, cet ego, cette mémoire qui permet de maintenir une continuité dans notre expérience, ce n'est pas notre vrai moi. La mémoire est simplement un instrument sélectif utilisé par l'ego pour gérer nos activités de conscience et préserver cette continuité pour notre plaisir. Elle nous permet de profiter de nos expériences actuelles en les reliant à nos expériences passées, créant ainsi une expérience plus large et riche. La mémoire nous aide à maintenir cette sensation de continuité, mais elle ne change pas notre véritable identité. Deux films qui explorent cette idée sont 50 First Dates et Memento.
Ces films montrent comment la mémoire peut influencer notre perception de nous-mêmes et de notre réalité. Une idée plus intéressante qui sera réellement liée à la phrase suivante de cette description est explorée dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est un titre étrange mais il renvoie à une idée bouddhiste. Dans ce film, il y a une entreprise spécialisée dans l'effacement des souvenirs. Ils ont trouvé un moyen de faire oublier une personne dans votre vie à votre esprit et à votre cerveau. Cela se fait généralement avec des personnes qui veulent oublier un mauvais mariage, une mauvaise relation ou une mauvaise expérience. Elles se rendent dans cette entreprise qui efface sélectivement ses souvenirs. L'histoire concerne un homme qui tombait amoureux, ils se sont séparés et maintenant il veut effacer sa mémoire. Elle est furieuse. Il décide alors de subir la procédure, mais à mi-chemin, il réalise qu'il ne veut pas l'oublier, mais il est trop tard, il est déjà dans la machine et l'effacement se poursuit. Il va lutter pour se souvenir de quelque chose qui lui permettra de la retrouver et qu'elle puisse le retrouver. C'est un film très intéressant par la façon dont il est réalisé et visualisé, cela vaut la peine d'être vu. Finalement, même si tous les souvenirs physiques sont effacés, l'impulsion image qui nous pousse à agir d'une certaine manière ne disparaît pas. Dans le film, on montre comment quelqu'un qui a eu une liaison et dont le souvenir a été effacé retombe dans les mêmes schémas avec la même personne, car ce qui les a attirés l'un vers l'autre n'était pas le souvenir, mais une empreinte de l'énergie vitale, une influence subliminale qui guide notre sens superficiel du libre arbitre et le pousse dans certaines directions. Notre fonctionnement mental réel ne dépend pas tant de la mémoire, mais de nombreux autres facteurs qui ne sont pas conscients pour nous. Tout ce qui compose notre moi mental est influencé par des choses dont nous avons à peine conscience. C'est pourquoi nous ne savons même pas pourquoi nous choisissons, pourquoi nous décidons d'aimer ou de ne pas aimer certaines personnes. Il y a quelque chose à l'intérieur, au-delà de notre conscience, qui pousse à influencer nos choix. Il y a un combat interne qui peut sembler irrationnel pour les autres, mais qui est en fait composé de multiples couches de force et d'impression. Nous ne comprenons pas toutes ces forces qui nous poussent, car elles sont très proches de la surface mais ne font pas partie de notre conscience normale ou de notre mémoire. Pourtant, elles sont souvent les forces les plus puissantes qui influencent notre comportement. Le narrateur réfléchit sur la nature de ses décisions et de sa personnalité. Il remarque que la majorité de ses choix sont influencés par des forces inconscientes et instinctives, dont il n'a pas conscience. Il reconnaît également que sa mémoire est importante pour entretenir son sentiment d'identité, mais qu'elle ne définit pas fondamentalement qui il est. De même, il remet en question l'idée que sa personnalité est la véritable essence de son être, la considérant plutôt comme un modèle de comportement flexible utilisé par sa vie subjective pour donner l'apparence de stabilité à un monde en constante évolution. Il se rend compte que son corps et son esprit subissent continuellement des changements, et que malgré cela, sa personnalité reste relativement constante. Il conclut que notre véritable nature va au-delà de notre esprit, de notre corps, de notre ego et de notre mémoire, et que notre personnalité est une construction temporaire utilisée pour donner une apparence de permanence à travers une constante évolution. Les choses ont changé et quelque chose doit être maintenu pour donner un sentiment de continuité. Si après 2 ans, vous me rencontrez et que vous voyez une personne complètement différente dans un comportement complètement différent, nous ne pouvons pas avoir de relation humaine significative et durable. Il faut que quelque chose continue pour pouvoir dire pourquoi je suis si heureux de vous rencontrer et ne pas dire qui êtes-vous, je ne vous reconnais plus, vous êtes une personne complètement différente de l'ami que j'avais il y a 2 ans. Il faut donc maintenir quelque chose en permanence pour entrer en relation avec les autres êtres humains et avec le monde, pour maintenir ces relations et permettre à une vie collective de croître et de se développer. C'est tout ce que cette personnalité modèle maintient, elle donne une apparence de fixité alors que nous sommes constamment en train de devenir, dépassant sans cesse les limitations mentales qui nous poussent à nous identifier à ce schéma de comportement. Maintenant, que se passe-t-il au bout de quelques années ? J'ai vécu une série d'expériences très radicales, mon comportement a changé, plus que la normale, et la personne qui me connaissait il y a 5 ans me dit que je suis tellement différente aujourd'hui. Comment cela peut-il être ? Et je me sens coupable. Les gens diront des choses comme tu étais si simple et si docile, maintenant je te trouve très agressif et je me sens coupable et je dois réprimer mon assertivité, car je ressens le besoin de maintenir une certaine façade. Ce qui nous pousse à faire cela, c'est la limitation de notre esprit qui nous dit que si je change trop, je risque de perdre ma relation, si je change trop, je risque de ne plus me reconnaître moi-même. Il y a donc une certaine empreinte qui maintient ce schéma étroit, l'empêche de dériver trop loin, mais la dérive est là, je ressens que je suis devenu plus mature et différent. Ainsi, même la personnalité modèle n'est pas nous-mêmes. Alors qu'est-il laissé ? Il y a encore une chose que nous pouvons attraper, cette fenêtre de crainte fixe. Et si nous prenons la totalité de tous nos changements, la totalité signifie non seulement tout ce que je peux être en ce moment, mais aussi tout ce que j'ai été, et que nous pouvons dire que cette totalité est constante. Si je récapitule ce que j'étais à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans et que je mets tout cela ensemble comme un grand tout à travers le temps et les variations possibles, je peux dire que tout cela, c'est moi. Peut-être que cela restera. Cette argumentation que nous n'avions pas pensée et qui maintient cette crainte fixe ne représente pas non plus la totalité de cette conscience changeante et mutable qui est notre véritable moi, même enrichie par tout ce qui la sous-tend subconsciemment, elle n'est pas notre vrai moi.
Une énorme quantité de possibilités se trouve sous cette richesse de la totalité de la conscience changeante et mutable, et pourtant cela n'est pas notre vrai moi. Pourquoi diriez-vous cela? Maintenant, il nous donne quelque chose de très beau, 3 images qui décrivent la totalité de cette conscience changeante et mutable de manière à encapsuler tout le voyage de notre vie. Nous pourrions voir chacune de ces images comme un voyage de vie individuelle ou même la totalité du voyage d'une vie à travers les vies. Chacune de ces 3 images le regarde d'une manière légèrement différente, mais elles sont si belles que vous en attraperez immédiatement la vérité, et parce qu'elles sont des images, elles suggèrent aussi de nombreuses implications profondes. Il dit que ce que nous devenons, c'est un flux et une masse de vie, la vie prend une masse mais elle coule. C'est la première image. La deuxième image est le flot d'expérience qui s'écoule à travers le temps. Si vous considérez le temps comme une extension, l'expérience s'écoule en tourbillonnant à travers le temps et, en tant que courant, elle serpente, ramasse cette expérience, accumule des expériences comme la rivière qui se charge d'expériences au fur et à mesure de son avancée, et c'est notre voyage dans le temps. Le troisième image est un flux de nature sur lequel notre mentalité chevauche. La nature en tant qu'énergie consciente ou énergie subconsciente qui coule et qui change continuellement, et sur lequel notre mentalité guide. Je suis conscient que je suis conscient et conscient de ma conscience, et je choisis d'être conscient. Toute cette expérience repose sur cette énorme masse. Je ne suis pas conscient de ne pas être conscient, mais cet amas de masse porte ce corps, cette vie, cette énergie et ces processus mentaux, sur lesquels repose cette infime conscience, ce fragment de conscience qui flotte sur cette masse subconsciente, inconsciente et déplace cette masse subliminale, changeante, fluide. Notre conscience est cette minuscule partie qui flotte sur cette immense masse de mouvements énergétiques de la nature, un flou, X de nature à son état le plus intime. Au niveau conscient, le flux de la nature se branche dans la masse entière de l'univers. Mon corps ne représente qu'une partie de ce flux global. Mon énergie vitale fait partie du flux de l'énergie vitale universelle. Mon esprit fait partie du flux de l'énergie mentale universelle. Tout cela se forme en une sorte de nœud en constante évolution, et sur la crête de ce nœud et de cette vague, la conscience agit de manière inconsciente. Je suis conscient d'être cet être humain ou plutôt cette merveilleuse vie. Il y a 3 images qui se dégagent de tout cela. Premièrement, ce que nous pourrions devenir est une masse fluide de vie qui s'écoule. Deuxièmement, ce qui va devenir est un flot d'expériences qui traverse le temps comme un fluide errant et collectant des expériences. Et troisièmement, ce que nous devenons est un flux de nature sur la crête duquel notre mentalité se manifeste. La nature traverse toutes ces rotations et notre mentalité la chevauche comme attachée au cheval ou surfeur sur une vague. Mais à tout cela, il y a quelque chose d'autre dont nous ne devenons pas, mais nous sommes simplement derrière tout cela. Il donne également 3 images pour illustrer ces différentes facettes de ce que nous sommes réellement. Ce qui nous sommes, c'est l'essence éternelle de cette vie, la conscience immuable qui porte l'expérience et la substance immortelle de la nature et de la mentalité. À travers ces 3 images, il pointe vers 3 facettes qui sont intimement liées les unes aux autres, une substance immortelle, une conscience immuable et une essence éternelle. En fin de compte, nous sommes l'essence éternelle, la conscience immuable et la substance immortelle. Nous ne sommes pas le mental, le corps, l'ego ou toutes les autres formes de devenir conscient. Nous sommes l'être qui se manifeste à travers ce devenir et qui le soutient. Ainsi, notre être s'écoule dans notre devenir, et ce que nous sommes c'est l'être, à partir duquel émerge le devenir. C'est la permanence qui soutient et rend possible ce devenir, qui est notre devenir, qui est notre être. Le texte aborde la question de la conscience mutante et de notre véritable essence. Notre moi réel n'est pas déterminé par les changements et les influences du monde extérieur. Il y a quelque chose au-delà de notre être mental qui est à l'origine de nos actions, qui utilise, détermine et apprécie. Il est immuable, conscient et porte l'expérience de la vie. Nous ne pouvons le connaître qu'en allant au-delà de notre mental limité. Il existe un lien entre ce qui est visible à l'avant et ce qui se trouve derrière le voile de notre être mental. Ce thème sera exploré dans la prochaine session sur l'éternel au-delà de l'esprit.